J'avais écrit dans l'avant-propos que ce serait mon dernier. L'éditrice m'a dit enlever cette phrase-là. Alors je l'ai enlevée. C'est pas marqué. Je dis quand même que dans mon esprit, j'aimerais bien me retourner à la fiction après avoir écrit ce qui devient une trilogie, Traducteur averti. J'ai mis là-dedans, surtout dans le troisième, justement, une espèce de, je dirais pas un testament, mais quand même, j'ai voulu en mettre plus que dans les deux premiers, parce que dans ma tête, c'était le dernier. On n'a jamais tout dit ce qu'on a dit sur la traduction, mais j'ai quand même, vous allez voir, il y a des articles plus développés que dans les deux précédents. Des articles aussi qui parlent plus de questions générales, c'est pas juste des questions de comment traduire tel ou tel terme, il y a des appréciations plus générales sur la traduction, en général, je répète le mot général, mais c'est pas grave, quand je me le relirai, je réglerai ça. Bref, alors vous allez voir ça. Des traducteurs avertis, c'est justement pas juste des trucs de traduction, c'est une approche de traduction. De la même façon que les cours de magistrate que je donne aussi, je me suis rendu compte avec le temps que si les gens aimaient mes cours de magistrate, c'était pas juste à cause des trucs de traduction qu'ils apprenaient, c'est parce qu'il y avait une approche de traduction qui plaît vraiment aux traducteurs. Je m'en suis rendu compte à partir des commentaires des gens. Je pense que le livre, c'est la même chose. C'est super important de le voir sous cet angle-là. Surtout le troisième, encore une fois, il y a des articles qui vont demander plus de travail que juste chercher dans l'index et trouver une réponse tout de suite. Je vous invite à vraiment lire les choses. On est à une époque où la traduction se transforme beaucoup. Moi, quand je suis entré en traduction, quand j'ai commencé en 85, c'était à l'époque où les traitements de texte arrivaient. Je me souviens qu'il y avait des vieux traducteurs qui voulaient juste prendre leur retraite avant d'être obligés de travailler sur un ordinateur. Puis là, aujourd'hui, moi, je prends ma retraite à l'époque où la traduction neuronale arrive, puis je suis quasiment content de partir dans la traduction neuronale. Quoique je l'apprivoise j'apprivoise le concept tranquillement. Mais la traduction neuronale, vous le savez, nous pose plein de questions sur notre pratique. C'est sûr que ça va transformer notre pratique, ça, on ne pourra pas y échapper. Ce que ça ne doit pas transformer, c'est la réponse à la question « Qu'est-ce qu'une bonne traduction ?» Ça ne doit jamais changer. Puis c'est ce que j'essaie de... C'est la réponse c'est la question à laquelle j'essaie de répondre dans les traducteurs avertis. Qu'est-ce qu'une bonne traduction? Puis Manu a tellement bien décrit ma démarche. Oui, c'est de l'émerveillement. Oui, c'est l'exploration d'un mystère. Oui, c'est childlike. Je me souviens plus quoi, mais j'ai retenu childlike. Oui, il y a un côté de cet émerveillement de l'enfant devant la richesse de la langue. C'est un autre de mes axes très importants dans les traducteurs avertis. Dans la formation qu'on reçoit, souvent la formation est beaucoup axée sur la peur du piège. Puis c'est une étape nécessaire quand on est à l'apprentissage, mais c'est important d'ouvrir ça après. Le français est tout plein de ressources, des ressources qui n'existent pas en anglais. Donc je parle pour nous qui traduisons de l'anglais vers le français. On ne soupçonne pas à quel point. On a toujours l'impression que le français est limité par rapport à l'anglais parce qu'on parle de l'anglais pour voir le français. Mais quand on parle à peine de regarder le français tel qu'il s'écrit, il y a beaucoup de ressources qui n'existent pas en anglais. La syntaxe est plus souple en français qu'en anglais. Bon, je ne vais pas tout dire, mais là-dedans, je parle entre autres des formes interrogatives, des phrases nominales, de toutes sortes de choses, d'implécitation. J'invente le mot simplicitation que je vous recommande de diffuser. Donc, les clients nous demandent des textes simples et clairs. Et moi, je prétends que la simplicité en traduction passe par l'implicitation. C'est en élaguant nos textes qu'on arrive à cette fameuse simplicité. Malheureusement, quand on implicite trop, les clients deviennent très nerveux. Ils ont l'impression qu'on a enlevé des mots. Alors là, on a l'argument là-dessus. Vous vouliez un texte simple, je vous donne un texte simple. Ça veut texte simple, ça veut dire un texte qui n'est pas plus long que l'anglais. Puis oui, j'ai implicité des choses, mais une idée implicite, ce n'est pas une idée absente d'un texte. Bon, je suis en train de donner un cours, là, on va arrêter là. Alors, ça fait partie des choses que je développe dans le traducteur averti. Puis, c'est aussi un outil donc de dialogue avec le traducteur et le réviseur pour dire, François le dit. Puis aussi, auprès des clients, c'est ce que je souhaite. On ne peut pas donner des cours de traduction aux clients pour leur expliquer pourquoi on fait des modulations et tout ça, mais quand même une source écrite peut quand même aider. Alors, la semaine dernière, avant le lancement de Montréal, j'ai rencontré une collègue qui m'a dit comment ça se passe un lancement d'un livre comme ça. Quand c'est un roman, vous tu lis un extrait, mais là, tu vas-tu lire un extrait? Là, j'ai dit non. Ah, ben oui. Alors, je vais vous lire un petit extrait de l'avant-propos qui exprime un petit peu ma philosophie. Et tout à l'heure, j'ai quelques questions sur mon recueil de fables dans le site de La Fontaine, et ça m'a donné des idées. Je me suis dit, plus que j'ai un public captif, je vais en profiter pour vous en lire une aussi. Alors, puis après ça, je vous libère. Alors, je pense avoir réussi à donner des petits coupons de consommation à tout le monde, mais si j'oublie quelqu'un, vous pouvez me dire passer, puis un verre de vin ou de bière gratis. Alors, je vais vous lire deux petits paragraphes de mon avant-propos. C'est un plaisir d'écrire un avant-propos quand on écrit tout un ouvrage comme ça pour essayer de résumer un peu ce qu'on pense de la traduction.
Puis on sait très bien que presque personne ne le lit, donc encore une fois, public captif, je devais vous le lire. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ce tome-ci comporte plus d'articles à développement que le deuxième, qui en comportait déjà plus que le premier. Je n'ai pas abandonné l'esprit résolument pragmatique de l'ouvrage, et au fil des ans, après avoir révisé d'innombrables traducteurs et traductrices, et surtout après avoir donné des formations à des milliers de personnes par l'entreprise de magistrat depuis 2006, j'ai constaté que certains exposés systématiques s'imposaient. Le premier tome était à mi-chemin entre le guide de traduction et le dictionnaire des difficultés. Celui-ci se rapproche davantage du manuel de traduction sous certains aspects. J'espère que mes confrères et consoeurs, malgré leur charge de travail quotidienne, trouveront le temps et l'énergie de s'y plonger pour parfaire leur art en conjonction avec les autres moyens de formation permanente qui s'offrent à eux. C'est pas ça que je voulais vous lire, donc je vais oublier deux autres paragraphes. En faisant une dernière lecture intégrale de l'ouvrage, j'ai été frappé de la fréquence avec laquelle j'y invoque les notions de simplicité et de lourdeur ou allègement, et de lisibilité et de clarté. C'était pas planifié, mais je me relisais, je me disais, tiens, je suis toujours en train de parler de ça. Parce que les articles, j'ai rédigé séparément, des fois à plusieurs mois d'intervalle. Puis là, quand je me relis une dernière fois, je me dis, tiens, je parle toujours de ça. C'est sans doute l'aboutissement logique d'une démarche qui a consisté dès le début de ma carrière à me tourner vers ce que la langue avait de beau et de riche, au lieu de focaliser sur les pièges et les maladresses comme on nous apprend à le faire par nécessité durant notre formation de base. C'est certainement aussi le résultat des injonctions de plus en plus intenses de nos donneurs d'ouvrages qui réclament à corps et écrit des textes clairs et simples. Je réclame toutefois de mon côté le droit de laisser aux praticiens de la langue le soin de définir les moyens à employer pour parvenir à ces fins. Enfin, de façon plus générale, la prégnance de ces thèmes dans l'ensemble des articles témoigne sans doute du besoin de me porter à la défense d'une langue que l'on accuse trop souvent à tort de lourdeur et d'inefficacité, non pas à cause de ses défauts intrinsèques, mais à cause de traductions et rédactions maladroites. Pas vos traductions à vous, bien sûr, mais les autres. Alors voilà, ça